Alors l'année dernière, en 2016 maintenant, j'avais décidé sur Twitter de faire un petit peu une liste de tous les animés que j'avais aimés dans l'année en leur dessinant des genres de Ward. C'était intéressant sur le moment avec voilà, le fait de le faire tenir en 140 caractères, mais cette année j'ai décidé de faire un truc un peu différent en le faisant en vidéo. Comme ça, le temps que je l'écrive, que je la tourne, que je la monte, on est déjà en février. Si vous vous demandez si je suis complètement con, sachez que c'est pas impossible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais à peu près suivre quand même le même schéma que ce que j'avais instauré l'année dernière, c'est-à-dire, je vais déjà parler des personnages, ensuite je vais parler des séries que j'ai le moins aimées, je vais décerner quelques mentions honorables, et puis enfin je vais parler des séries que j'ai préférées. Et du coup, comme j'ai dit, les personnages, on commence tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, avec celui que j'ai trouvé comme étant le pire personnage de 2017, et c'est Masamune-kun dans la série qui porte son nom, Masamune-kun no Revenge. Alors pour vous faire rapidement le pitch de la série, quand il était petit, Masamune était gros. Et tous les enfants se moquaient de lui, sauf une fille, sur laquelle il a développé un crush, mais qu'il a complètement rembarré. Sauf qu'il l'a très mal pris. Mais comme on peut rarement mal prendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il a changé de nom, il est parti habiter chez son grand-père, et il s'est entraîné pendant 10 ans avant de revenir avec la ferme intention de se venger. Le problème, c'est qu'il est con comme une brique. Et c'est pas le pitch de la série, hein, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est un problème. Il a décidé de se venger, mais concrètement, son plan, c'est « Ah, je vais être un beau gosse, et cette fille va être amoureuse de moi, et je vais la rembarrer à mon tour. » Et il est pas très doué à ça. Globalement, il continue juste de se faire rembarrer pendant toute la série, ce qui est gênant, et globalement, c'était pas terrible. Voilà. Alors contrairement, par contre, à ce à quoi je vais venir après, c'est le meilleur anti-héros. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur la notion d'anti-héros. C'est-à-dire que anti-héros, typiquement, on l'associe en général à des protagonistes qui sont clairement pas du côté des gentils, qui peuvent s'identifier comme méchants, mais au final finissent quand même par faire le bien, dans le sens où c'est un protagoniste, donc il faut qu'il soit quand même un peu gentil. Pourtant, héros, en principe, c'est un protagoniste qui fait le bien, qui est gentil. Donc un anti-héros, ça devrait être, de manière, si on oublie complètement tout le sens qu'on y met autour, anti-héros, ça devrait être un protagoniste qui est méchant. Et c'est exactement ce que fait Tanya Degouretschaft dans Yujo Senki. Pour vous expliquer le personnage, Tanya Degouretschaft est la pire ordure qui puisse exister dans le Japon moderne, c'est-à-dire un DRH. Misanthrope et utilitarien au possible, la personne qui est là pour faire son boulot et faire en sorte que la boîte fonctionne bien, peu importe ce que ça implique, jusqu'au jour où il se fait pousser sous les rails d'un train par une personne qui vient de virer. Ça arrive. Et à ce moment-là, une entité qui s'identifie comme Dieu, en tout cas, voilà, un Dieu, arrive et lui demande « Est-ce que tu crois en moi ?» Ce à quoi notre personnage répond « Non. Rien à foutre. T'as beau arrêter le temps, voilà, balèque, je crois pas en Dieu. » D'ailleurs, il l'appelle même pas Dieu, il décide de l'appeler Entité X. Et donc, cette Entité X décide, dans un genre de test de foi, d'envoyer notre personnage dans un monde qui ressemble vraiment beaucoup à l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, à ceci près que les mages existent. Et du coup, notre personnage se retrouve dans le corps d'une petite fille qui s'appelle Tanya Degouretschaft. Et il décide du coup d'utiliser à la fois sa connaissance du futur et les pouvoirs magiques qu'il a eu. On ne sait pas si ça fait partie du test ou si c'est juste le fait d'avoir interagi avec l'entité X, mais en tout cas voilà. Il décide d'utiliser tout ça pour importer le concept de Blitzkrieg, aussi près qui remplace les Panzers par des mages. Donc là, dans la plupart des séries qui se passent, on va dire, dans le même contexte, c'est le moment où ce serait un peu la merde, parce que les protagonistes seraient du camp des alliés. Mais ici, le protagoniste, c'est Tanya Degouretschaft. Et donc, un protagoniste, c'est pas juste une fonction dans un récit, ça implique un certain nombre de choses, notamment de créer un lien d'empathie. Généralement, une histoire nous fait créer un lien d'empathie avec le protagoniste. Et donc ici, la série réussit comme le tour de force de nous faire créer un lien d'empathie avec un personnage qui est un parfait connard. Et c'est vachement intéressant à regarder. Ne serait-ce que parce que c'est original en fait, on n'a pas l'habitude de voir ça. Alors ensuite, meilleur personnage secondaire, j'ai un peu hésité pour celui-là, mais finalement j'ai décidé de l'attribuer à Diana Cavendish dans Little Witch Academia. D'ailleurs,
pour tout vous dire, j'avais hésité à l'attribuer à Souci de Little Witch Academia. En gros, Little Witch Academia, c'est une série... Alors, pour vous expliquer, globalement, c'est une série qui suit à peu près le même schéma que suivait l'OAV original Little Witch Academia, qui en 20 minutes nous montre voilà, l'histoire de Ako, qui est une fille, qui est une sorcière qui est pas très douée, mais qui au final réussit, enfin voilà, elle est motivée, donc du coup elle réussit quand même à sauver la situation à la fin. Sauf que l'OAV d'origine il fait 20 minutes. Là, la série Little Witch Academia, elle fait 24 épisodes. Et en fait, étonnamment, elle a à peu près le même gros défaut qu'avec Kill la Kill des années avant, qui est pourtant une série dans un registre totalement différent. Alors, j'adore Kill la Kill, franchement c'est une de mes séries préférées de tous les temps, mais je sais bien admettre que voilà, elle a un sérieux problème de rythme, c'est-à-dire que le milieu de saison est creux et plat et il se passe pas grand chose pendant un moment. Et Little Witch Academia c'est un peu la même chose, parce qu'en fait c'est la même structure qu'un OAV de 20 minutes, mais étiré sur 24 épisodes. Et donc il y a un gros moment où avant que Ako arrive à voilà, sauver la situation, et ben il y a un gros moment où elle est juste nulle. Et c'est pas très intéressant à regarder. Ce qui vient sauver la situation, en fait, c'est les personnages secondaires, qui sont eux très intéressants. J'ai parlé de Souci, qui voilà, bon, était un personnage cool, mais le personnage que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est vraiment Diana Cavendish, qui est un personnage que, en tout cas, Ako considère comme sa rivale. Diana n'a pas grand chose à foutre, mais voilà, Ako, elle est un peu jalouse de Diana parce qu'elle est riche, elle est populaire, elle est douée avec la magie, voilà, forcément. Et du coup, ce que ça a d'intéressant, c'est que la série crée un point de comparaison, en fait, entre Ako et Diana. Et le problème c'est que Ako, en général on la voit être nulle, et à chaque fois qu'on voit Diana, par contre, elle est ou bien en train de sauver le monde, ou bien en train d'avoir des aventures de fou. Du coup, à la fin je me suis demandé si j'aurais peut-être pas préféré voir les aventures de Diana Cavendish plutôt que les aventures de Ako. Alors, meilleur personnage comique, Gabriel, dans la série qui porte son nom, Gabriel Dropout. Concrètement, Gabriel Dropout, le pitch tient sur un post-it. Vous avez Gabrielle, c'est une ange, elle vient de finir ses études d'ange au paradis, voilà, elle était super douée. Et donc là, elle va faire son stage de fin d'études sur Terre, et elle découvre les MMO, et devient une no-life. Voilà. C'est simple, mais en fait... en comédie, des fois, c'est avec les concepts les plus simples qu'on fait les meilleures blagues. Et là, globalement, voilà, il a les bonnes bases, c'est un bon socle, et on arrive à faire des blagues avec, et du coup, c'est drôle. Et concrètement, pour que ce soit, voilà, pour que je trouve que ce soit le meilleur personnage comique, je demande rien de plus à ce que le personnage soit drôle, et il est drôle. Donc voilà, ça marche. Meilleur personnage comique, Hattori Shikishima dans Alice et Zoroku. Alors, Alice et Zoroku, c'est une série un peu spéciale, parce que c'est un hybride entre du slice of life et de la science-fiction. Concrètement, c'est des tranches de vie quotidiennes d'une petite fille échappée d'un labo et qui a des pouvoirs psychiques. Et du coup, en fait, le concept est intéressant parce que ça permet de mixer à la fois des scènes plutôt comiques avec des scènes qui sont franchement tragiques. Et c'est le cas du personnage d'Hattori. Hattori, c'est une petite fille qui est dotée elle aussi de pouvoirs psychiques, mais elle, c'est plus spécifiquement de la manipulation mentale. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment consciente, elle se rend pas compte qu'elle a le pouvoir d'influencer les gens qui sont autour d'elle, mais en réalité, on s'aperçoit vite qu'inconsciemment, elle fait en sorte que tous les gens dans son école soient plutôt sympas avec elle, et pire, elle empêche carrément ses parents, sans le vouloir, mais elle empêche ses parents qui s'aiment plus pourtant de divorcer, elle les force plus ou moins à rester ensemble, et forcément au bout d'un moment elle finit quand même par s'en rendre compte, et se rendre compte que tout ce qu'elle vit, tous les gens avec lesquels elle interagit sont pas vraiment honnêtes, c'est juste elle qui les force à être comme ça, ce qui a le potentiel d'être un petit peu traumatisant quand elle est une petite fille de 12 ans, il est vrai. Alors ensuite, maintenant que j'en ai fini avec les personnages, je voudrais parler des séries que j'ai le moins aimées. J'aime pas trop le terme de pire série, parce que c'est là ce que je vais vous présenter, c'est complètement objectif. Et c'est notamment le cas avec la pire déception, Kujira no Kora wa Sajo ni Utao. Je vais l'écrire parce que je pense que j'ai fait des fautes. C'est pas une mauvaise série. Je tiens à le dire, c'est pour ça que je veux pas dire pire série, mais en tout cas c'est la série qui m'a le plus déçu, dans le sens où c'est une série qui commence vraiment de manière super intéressante. Vous avez un espèce de rocher qui flotte sur un océan de sable, littéralement un océan, mais à la place de l'eau c'est du sable. Et dessus il y a une ville avec des gens, une société qui habite dessus. Et ces gens sont divisés en deux catégories. Il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques mais qui vivent que jusqu'à une vingtaine d'années, et des gens qui n'en ont pas mais qui vivent vieux. Et les deux vivent ensemble, et un jour en gros ils croisent un autre rocher sur lequel ils trouvent une fille qui a l'air de savoir qu'il se passe des trucs, et puis il y a l'air d'avoir une conspiration avec le conseil des anciens, il avait l'air de se passer quelque chose, et moi je m'attendais vraiment à ce que le personnage principal il décide de tout plaquer, de partir de son île pour aller partir à l'aventure.
Et en fait, sans spoiler, à la fin de l'épisode 2 ou 3, il y a vraiment un gros retournement de situation, et la série part alors, dans une direction qui est totalement différente à ce que j'imaginais, ce qui, quelque part, est bien, enfin c'est le but d'un retournement de situation, c'est le but d'un twist, c'est de changer totalement la donne, mais elle est partie dans une direction qui ne m'intéressait pas, et du coup, ben voilà, enfin concrètement, c'est pas la série que j'avais envie de voir au début, et donc du coup j'ai juste laissé tomber. Pire fanservice, Hajime no Gal. J'ai l'impression que toutes les saisons, il y a au moins une série que je regarde jusqu'au bout, et à la fin je me demande vraiment pourquoi. Et Hajime no Gal, c'est exactement ça, hein. C'est... Franchement, le protagoniste est chiant, c'est un espèce de harem avec des chara-design qui sont franchement improbables pour les personnages féminins. Et il y a du fanservice, mais c'est insupportable. Mais faut imaginer que par moment, il y a tellement d'éléments qui sont censurés à l'écran qu'on voit plus rien. Il y a vraiment des plans où on n'a plus rien à l'écran tellement il y a de censure. C'est juste chiant. Et enfin, la série la plus oubliable que j'ai vue, Isekai wa Smartphone Tomoni. En gros, ça ressemblait vaguement au concept de Konosuba ou Re:Zero, c'est-à-dire un personnage qui vient de notre monde et qui est réincarné dans un monde de fantasy avec son smartphone et puis voilà, ses connaissances des jeux vidéo. À ceci près que contrairement à Konosuba et Re:Zero, ben c'est ni drôle ni tragique, c'est juste... En fait, on a l'impression de suivre un protagoniste de RPG, c'est-à-dire qui, si on regarde globalement, par exemple, quelqu'un joue à Skyrim, bah, c'est un personnage qui arrive dans un monde de fantasy, et puis il devient chef de l'Académie des Mages, il devient chef du clan des guerriers, il devient chef de la guilde des voleurs, il devient chef de la confrérie des assassins, et puis il a un titre de noblesse dans chaque château, enfin... C'est pas intéressant de suivre un personnage comme ça, parce qu'il réussit tout. C'est intéressant dans un jeu vidéo parce que c'est le joueur qui fait ça. On clique sur le bouton, c'est nous, quelque part, qui devenons chef de la guilde des mages. Mais là, regarder un personnage faire ça, c'est juste chiant. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Alors voilà, maintenant je vais arriver à quelques mentions honorables. Concrètement, c'est juste des séries que j'avais envie de mentionner, et donc pour lesquelles j'ai inventé des catégories. Et la première, c'est la meilleure surprise, que je vais sûrement passer en genre de catégorie officielle, et c'est Centaure no Nayami. Alors la meilleure surprise, c'est un peu l'inverse de la pire déception, c'est-à-dire, c'est pas une série qui est fondamentalement géniale, c'est une série qui est juste largement au-dessus de ce à quoi je m'attendais en commençant à la regarder. Ce à quoi je m'attendais en regardant Centaure no Nayami, c'est du slice of life avec des filles qui sont des monstres. Voilà, c'est du slice of life de lycéenne dans un monde où il y a des centaures, où il y a des chimères, etc., des anges. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris de voir l'effort qui a été fait dans la construction du monde. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui se passerait, comment une société qui doit concilier des gens avec des morphologies diverses et variées et des gens qui sont physiquement très très différents les uns des autres, comment une société qui mélange tous ces gens arriverait à fonctionner. Et c'est vraiment très intéressant parce que la réflexion a été poussée vraiment jusqu'au bout. Dans un slice of life qui parle de filles centaures au lycée, eh ben, je m'attendais vraiment pas à voir traiter des sujets aussi graves que l'Holocauste ou le terrorisme ou le racisme. Enfin, c'est vraiment, même si la série a des défauts, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, et j'ai été vraiment agréablement surpris de voir ça, d'où la meilleure surprise. Alors ensuite, meilleur Monogatari, Kizu Monogatari 3, Renketsuhen. Alors il y a eu 2 nouvelles entrées dans la série Monogatari cette année, c'est le 3e film de la série Kizu Monogatari, et la 2e saison de Owari Monogatari qui vient terminer l'axe... Enfin, c'est compliqué si vous avez jamais vu la série, mais ça vient terminer l'axe de ce qu'ils appellent la Final Season. Autant j'ai bien aimé Owari Monogatari 2 parce que ça vient conclure un arc scénaristique qui a été commencé il y a 3 saisons, je crois. Autant... le film Kizu Monogatari 3 est clairement au-dessus, je veux dire, en termes de mise en scène, en termes d'artwork, en termes de rythme. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Recreators vaguement, mais il faut s'imaginer que ce film, alors c'est un film d'1h20, et il y a 4 personnages, et le film est composé à 70% de dialogue. Alors comme je disais, quelque part, oui, c'est un peu ce que font genre 90% des adaptations d'une pièce de théâtre en film font ça. On met un huis clos, et puis on met les personnages, et puis voilà, ils se parlent.
Sauf que c'est pas une pièce de théâtre, c'est de l'animation. Donc on n'est pas dans un huis clos, on est dans des... Enfin, si, je crois qu'il y a un huis clos à un moment. Mais sinon on est dans des grands environnements ouverts. Et surtout, dans les moments où on n'est pas dans du dialogue, mais dans de l'action, et ben du coup, tout le budget est passé là-dedans. Parce que franchement, si Kizu Monogatari est une pièce de théâtre filmée, eh ben j'ai jamais vu une pièce de théâtre aussi bien filmée. Alors, meilleur CGI... Pour Hoseki no Kuni, j'ai un gros problème avec l'image de synthèse. En général, c'est-à-dire que je supporte pas les images de synthèse qui essayent d'être autre chose que de l'image de synthèse. C'est-à-dire que vous regardez des films Pixar ou Disney maintenant, ce sont des films qui ont leur propre design. Quelque part, ça se base sur les designs existants qui avaient été développés par Disney depuis il y a bien longtemps d'ailleurs, sur les bases de l'animation 2D. Mais il y a un rendu qui est propre. Par contre, quand on essaye d'utiliser de l'image de synthèse pour faire quelque chose de réaliste, comme par exemple, l'exemple le plus récent c'était dans le film Warcraft, avec ses orques en 3D, ou quand on essaye à l'inverse, et ça arrive très souvent en animation, d'utiliser de la CGI comme si c'était de l'animation 2D, ce qui est très souvent le cas par exemple pour faire des véhicules, et je trouve que ça me saute aux yeux et ça me sort complètement, ça brise la suspension d'incrédulité, voilà, j'arrive pas à ne pas voir autre chose que de la CGI et à me dire ok, c'est pas un dessin, je le vois. D'ailleurs pour l'anecdote, le fait d'utiliser de l'imagerie numérique pour les véhicules, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que, alors tout le monde se souvient bien sûr de la scène de la salle de bal de La Belle et la Bête, qui était une toute première scène qui mixait de l'animation 2D avec de la 3D, qui était vraiment impressionnante pour l'époque, mais il y a un deuxième usage qui avait été envisagé pour l'image de synthèse dans La Belle et la Bête, en plus de cette scène de la salle de bal, c'était de faire les roues des chariots. Parce que, voilà, genre, j'y connais rien en animation, mais il faut croire que voilà, dessiner des véhicules, c'est très très chiant à faire. Personne ne veut le faire dans les animés, donc on fait les voitures en 3D. Mais déjà à l'époque de La Belle et la Bête, ils avaient envisagé de faire juste les roues des véhicules en 3D parce que c'était trop chiant de le faire à la main. Ce qui n'a pas été fait finalement parce que la technologie n'était pas encore au point. Mais quelque part, je pense qu'aujourd'hui, on galère encore un peu à faire de... On y arrive, mais on galère encore un peu à faire de la CGI qui ressemble à du dessin. En gros, le problème, c'est que c'est trop fluide, c'est trop propre. Un dessin, c'est jamais parfait. On peut pas faire quelque chose qui soit aussi lisse, qui a des belles courbes de Bézier dans tous les sens, que ce que ferait un shader et que ce que ferait une courbe avec des keyframes. Sauf dans Hoseki no Kuni, où là, déjà le choix de la CGI, il est justifié parce qu'en fait, c'est une série dont tous les personnages sont des pierres précieuses, en tout cas, ils sont constitués de pierres précieuses. Et du coup, faut s'imaginer que leurs cheveux sont faits de pierres précieuses. Hein, donc il y a des reflets caustiques dans tous les sens, de la transparence, de la réfraction, de la réflexion. Un truc qui serait impossible à faire à la main. Enfin, si, c'est possible, mais pas dans les budgets alloués à une série télé. Donc, le fait d'utiliser de la CGI pour ça, il est cohérent. Mais plutôt que de faire juste les cheveux, du coup, c'est toute la série qui est faite avec de la 3D. Et là où c'est cool, c'est que du coup... ça a été bien utilisé, c'est-à-dire que les graphismes sont jolis, franchement. Les textures sont très sympas, on voit que c'est quand même des textures qui ont été dessinées à la main et plaquées sur des polygones. Le fait qu'ils aient collé des sprites d'herbe partout, ça me fait penser un peu à Breath of the Wild. Mais surtout, c'est dans la mise en scène et dans le fait que, vu qu'on est en 3D, on n'est pas obligé de se cantonner à des plans fixes, et du coup il y a vraiment des scènes de combat avec des mouvements de caméra, avec des plans séquences qui durent plusieurs minutes, où la caméra suit des personnages et se déplace dans l'environnement, ce qui est quelque chose qui est très rarement fait en animation, parce que ça demande un temps qu'on n'a pas quand on doit produire un épisode de 20 minutes par semaine. Donc au final, et même en dehors de l'achèvement technique, la série est très sympa en elle-même, mais en tout cas c'est une des rares fois où j'ai vu de l'image de synthèse qui essaye de ressembler à du dessin quand même, et arriver à quelque chose qui, en tout cas, me satisfasse personnellement, et je me dis ok, c'est valide. Alors, meilleur spin-off, Dungeon ni Dai wa Mono... C'est le spin-off de Danmachi, on va dire Danmachi Sword Oratoria. Danmachi, c'est une série que j'avais regardée il y a... quand elle est sortie, donc ça date d'il y a 1 an ou 2 je crois. Et bon, ça m'avait pas spécialement enthousiasmé, je l'avais regardé en entier, c'était sympa, sans plus. Globalement, voilà, en fait c'est surtout que le protagoniste, je l'avais pas trouvé forcément intéressant. Et là, c'est un spin-off de cette série, Sword Oratoria, qui se centre, alors qui se passe à la fois avant et pendant la série Danmachi principale, et qui est cette fois-ci centré sur le personnage de Heinz,
qui a, je trouve, un caractère beaucoup plus intéressant à étudier, et ses interactions entre le personnage de Heinz et les personnages secondaires qui l'accompagnent, que vous voyez pas spécialement dans la série, mais qui du coup maintenant sont beaucoup plus développés, et j'ai trouvé ça plus intéressant à regarder que la série d'Anmachi originale. Ce qui est, je pense, un très bon point, parce que souvent les spin-offs c'est plutôt l'inverse. Et enfin, pour terminer les mentions honorables, le meilleur nom de MMORPG pour Fruits de mer Online, dans Neju no Susume, qui est une série, alors c'est assez classique, dont les personnages jouent ensemble à un MMO, et puis après ils se rencontrent en vrai, et c'est pas les mêmes personnes, voilà. À ceci près que les personnages arrivent quand même assez vite à comprendre qui ils sont dans la réalité, au lieu de juste tourner en rond pendant 3 saisons avant d'arriver à enfin comprendre ce qui se passe. Ce qui est appréciable. Maintenant, on va commencer les meilleures séries, en tout cas les séries que je considère comme étant les meilleures, avec du coup la série que j'ai considérée comme étant la meilleure série d'aventure de 2017, Made in Abyss. C'est une série qui instaure dès le premier épisode un univers que je trouve vachement intéressant. En gros, ça se passe sur une île, et au milieu de l'île, il y a un gigantesque trou, qui est tellement profond que personne n'est vraiment jamais allé au fond, parce qu'en plus, il y a des histoires de changement de pression, donc quand on arrive trop bas, après, voilà, il y a des paliers de décompression pour remonter, et les gens en reviennent pas forcément vivants, mais en plus, c'est super dangereux de descendre en bas. Et les saloperies de bestioles, tout ça. Et donc notre protagoniste est une apprentie raider, c'est-à-dire des gens qui descendent dans l'abysse pour aller chercher des reliques. On a l'impression qu'il y a une ancienne civilisation qui habitait là avant et dont on retrouve des morceaux. Et du coup, les raiders vont chercher des reliques, les remontent à la surface et les revendent. Et donc ce personnage a envie de devenir un raider parce que sa mère en était une, en plus une qui est très douée, genre elle faisait partie des raiders légendaires, jusqu'au moment où un jour elle est partie, elle est jamais remontée. Et donc notre personnage principal, un jour elle tombe sur un robot, qui n'est pas tout à fait conscient qu'il est un robot, d'ailleurs il sait même pas qui il est, il est un peu forme humaine d'ailleurs, c'est plus un androïde, et du coup elle décide que ça lui sera vachement utile, et donc ils vont tous les deux créer un genre de lien d'amitié, et ils partent tous les deux à l'aventure pour descendre dans le trou à la recherche de la mère du personnage principal. Et c'était très très sympa parce que déjà la série prend pas 2 ans à démarrer quoi, à un moment au bout de 2-3 épisodes, ça y est, ils descendent dans le trou et c'est parti. Et en plus, vu que plus ils descendent, plus ils rencontrent des endroits qui sont différents à chaque étape, et on a vraiment la sensation de partir à l'aventure avec eux, et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que on sent que les personnages ils traversent des épreuves et ils rencontrent des tas de trucs surréels quelque part presque, ils traversent des paysages variés, ils rencontrent plein de bestioles, ils rencontrent d'autres gens, et il y a vraiment une sensation d'aventure que... ouais, c'est assez difficile à décrire en fait, mais globalement voilà, il y a vraiment l'idée de... c'est des personnages qui partent à l'aventure et on part avec eux. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa. Alors ensuite, meilleure comédie, Kobayashi Sanshin no Main Dragon. Comme pour le meilleur personnage comique, le plot tient sur un post-it, c'est... Kobayashi-san est une développeuse, un soir elle est bourrée, elle rencontre un dragon dans une forêt, lui enlève une épée qu'il a plantée dans le vide. Le lendemain matin elle se souvient de rien, mais le dragon se pointe à sa porte, prend forme humaine, déguisée en maid, et dit voilà, maintenant je vais travailler dans ton appartement comme maid. Et c'est drôle. Alors ce qui est intéressant c'est que contrairement au meilleur personnage comique ici, c'est vraiment la meilleure série comique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des personnages qui, en interagissant entre eux, créent la comédie. J'ai déjà mentionné Kobayashi, et donc le premier dragon qu'on rencontre, Toru. À ça vient de s'ajouter une série de dragons ou d'êtres mythologiques, dont Kana, qui est globalement une petite fille, Fafnir, qui est un dragon qui déteste les humains, ou encore Lukoa, un personnage à l'aérodynamisme vérifiable. Alors, meilleure série romantique, Kutsu no Honkai. C'est globalement une série sur des adolescents qui découvrent leur sexualité. Après, développer un peu plus serait spoilé parce que voilà, la série est assez dense en termes de rebondissements scénaristiques ou émotionnels, mais en tout cas j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire qu'en tant que série romantique, dans le sens série qui traite de rapports émotionnels entre les gens, on n'est pas sur du cliché de shoujo à l'eau de rose, mais vraiment sur une série qui essaie de développer des relations humaines réaliste, quelque part. Meilleur slice of life, Shoujo Shumatsu Ryuko. Comme Alice et Zoroku, c'est une série hybride. C'est du slice of life, mais d'enfants soldats. En tout cas, on voit des tranches de vie de 2 filles qui ont visiblement été soldats, en tout cas elles sont habillées en tant que telles, dans un monde où tous les humains sont morts, ou quasiment tous, on en croise quelques-uns durant la série. En tout cas, c'est quasiment les 2 dernières survivantes de l'espèce humaine qui ont l'air de s'être entretuées dans une apocalypse nucléaire, probablement. On sait pas comment elles ont survécu, mais quelque part, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de voir comment elles survivent au jour le jour,
dans un environnement que vaguement hostile, mais surtout comment elles ne se rendent absolument pas compte de la situation dans laquelle elles sont et comment elles interagissent avec ça, comment deux petites filles qu'on a éduquées à se battre réagissent au fait d'être complètement seules. Et enfin pour terminer, meilleure série qui se passe dans une école, Just Because. Oui, alors cette catégorie existe parce qu'en faisant des statistiques sur les genres que j'ai le plus regardé, bah avec le Slice of Life c'est globalement surtout des séries de school. Donc je me suis dit qu'il fallait au moins que je décerne un prix à la série que j'ai préférée dans ce genre-là, et donc j'ai trouvé que Just Because était particulièrement représentatif parce que c'est une série dans laquelle le contexte de l'école a une importance, c'est-à-dire que voilà, il y a pas mal d'animés de clubs, on va dire, où on suit les tribulations d'un club dans un lycée. Mais dans Just Because, c'est vraiment le contexte scolaire qui a son importance, le fait que les personnages passent des examens, le fait qu'ils se rencontrent parce qu'ils sont dans la même école, qu'il y a des changements d'école, enfin... Tout le système scolaire a une importance dans le récit et n'est pas juste là pour fournir un contexte. Et c'est pour ça que du coup, j'ai trouvé qu'en tout cas c'était la meilleure série que j'ai vue en 2017 qui parlait d'école. Voilà, alors après c'est tout pour moi. J'ai essayé je pense que j'ai parlé de toutes les séries dont j'avais envie de parler, que ce soit en bien ou en mal. Maintenant il y en a plein d'autres que j'ai vues mais que j'ai pas mentionné. Je crois qu'en tout j'ai regardé 51 séries en 2017. Soit plus de 12 épisodes par semaine quand on compte les séries de 24 épisodes, c'est qu'il y avait pas mal. Et là l'année 2018 commence plutôt bien vu que j'ai déjà commencé à en regarder 15, donc je pense que je remettrai ça l'année prochaine. En attendant, vous pouvez toujours déjà commencer par regarder toutes les séries que je viens de mentionner et que vous n'avez pas encore vues. Bon visionnage, à la prochaine.